Donc Gilles, c'est entre 1975 et 1980 qu'il se passionne pour l'astrologie. Pendant ces 5 années, il découvre à la fois l'astrologie et la pensée de Carl Jung en lisant Ma vie. Ce fut pour cet étudiant en sciences économiques une révélation. Sur les conseils d'une amie professeure de mathématiques, elle aussi passionnée d'astrologie, il décide de s'initier sérieusement à l'art du Rani. C'est tout naturellement qu'il s'oriente vers l'astrologie humaniste. Gilles a été membre du réseau astrologique humaniste dès sa fondation en 1995. En 1984, excusez-moi. Il est devenu professeur agréé de ce réseau et a entretenu un lien étroit avec Alexandre Ruperti. Aujourd'hui, il enseigne l'astrologie à titre individuel autour de sujets à thème sous forme d'ateliers, stages et séminaires. Il enseigne également dans l'école AGAP à Paris la relation entre la pensée de Jung et l'astrologie. Il reçoit également en consultations individuelles et propose un accompagnement sur un laps de temps plus ou moins long selon les personnes. Gilles a participé à des congrès ou colloques, en particulier ceux de Source Cep Hermès. Les interventions ont été publiées dans les actes. Il a participé aussi à des colloques au RAO et aujourd'hui à celui de la... Il écrit des articles pour différentes revues. La dimension archétypale de l'astrologie, la relation masculin-féminin en soi et la dimension psychologique et spirituelle de l'astrologie étant ses sujets de prédilection, le sujet de son intervention d'aujourd'hui a pour titre « Être une femme libérée, c'est difficile ». Comme par hasard, ça me rappelle un peu une chanson. Donc je lui passe la parole. Merci. Bon, je vous remercie d'abord l'association LAA de m'inviter, et particulièrement Josette Pétaillol, que j'avais eu le plaisir de rencontrer dans le cadre du RAO à Lyon, il y a quelques années. Et donc, oui, c'est le thème, disons, de sujet de cette conférence, il a été un petit peu déformé, c'était en fait être un homme ou une femme libérée. C'était un petit peu en référence à une chanson que vous connaissez, qui a eu un succès dans les années 80. Et donc, voilà, vous voyez, j'ai pris quelques références justement des paroles de cette chanson, qui est quand même un vrai macho, hein, quand on regarde bien. Mais elle était drôle et effectivement, pour moi, il y a cette idée de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être un homme ou une femme libérée. Et donc j'ai pris cette relation avec le rôle de la Lune et du Soleil dans un thème, puisque le rôle du Soleil et de la Lune, selon qu'on étudie un thème masculin et féminin, va dans cette approche que je qualifie d'approche archétypale, pour moi avoir des résonances différentes. On ne peut pas parler du Soleil de la même façon dans un thème d'homme que dans un thème de femme. Et donc, généralement, en astrologie, on a souvent tendance à parler du Soleil comme étant un point de conscience, et puis de la Lune comme étant l'expression de l'inconscient. Je pense que c'est un peu rapide de dire ça comme ça, et qu'en fait, quand on va plus dans une approche approfondie, on peut regarder que le Soleil, pour un homme, va signifier effectivement beaucoup plus quelque chose qui a à voir avec sa masculinité, hein, et donc pour la femme, la Lune, avec sa féminité. Et donc, dans ce sens, c'est des fonctions qui ont plus à voir avec la dynamique consciente pour un homme, pour le Soleil, et consciente pour la femme, pour la Lune. Pour simplifier, je dirais que dans un thème masculin, le Soleil est plus conscient, et dans un thème féminin, la Lune est beaucoup plus consciente. Ce qui veut dire qu'en fait, Soleil et Lune, c'est une dialectique importante. Et quand on parle de masculin et de féminin, je ne l'associe pas forcément à homme et femme. Hein. Donc, dans cette approche archétypale, je dirais que la Lune va symboliser beaucoup plus, si vous voulez, tout ce qui a relation avec ce que j'appellerais une conscience lunaire. Et la conscience lunaire, elle est tout à fait différente d'une conscience solaire. Je pense que dans ce sens-là, on peut voir deux approches de la conscience, mais qui est une conscience émotionnelle en ce qui concerne la Lune, et une conscience solaire, c'est-à-dire qui peut être effectivement
parfois très, je dirais, très lucide, mais parfois aussi qui se coupe de toute subjectivité et de toute peut-être irrationalité qui a du sens aussi. Et dans ce sens, je reprendrai la formule de René Char qui disait que la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Donc ça peut être effectivement, le soleil peut aussi être tout aussi blessant selon la manière dont il va s'exprimer dans le thème, pour un homme ou pour une femme. Donc dans cette dynamique, je dirais que l'approche jungienne va parler de ce que vous avez déjà entendu parler d'animus et d'anima. Bon. Qu'est-ce que c'est cette notion d'animus et d'anima ? On peut effectivement voir la notion d'animus et d'anima comme étant une disposition innée au départ de relation à l'autre sexe. Et ça, cette disposition innée, c'est ça qu'on peut appeler. C'est sombre, hein, là. On ne peut pas éclaircir du tout. Parce que là, vous ne voyez rien du tout et c'est un schéma qui est important. Je vais le commenter alors. Parce que c'est un petit schéma qui me paraissait important pour montrer un petit peu comment je travaille cette approche. Oui, vous l'avez sur les actes. Hein. Si vous avez les actes, c'est sur les actes. Oui, donc pour reprendre ce schéma, vous voyez, vous avez ici la dynamique homme-femme. Donc je vais m'en tenir simplement qu'au Soleil et à la Lune. Mais on peut effectivement rajouter Mars et Vénus. Hein. Donc on peut, vous avez conscient ici, ce qui est écrit ici c'est conscient, ici c'est inconscient. Homme, femme, donc et vous avez Soleil, donc Soleil-Mars, Lune-Vénus, ici c'est Soleil-Mars, et ici c'est Lune-Vénus. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a effectivement un schéma de relation entre le haut et le bas, dans les deux cas, entre ici Soleil-Mars et Lune-Vénus, et ici, vous voyez, Soleil-Mars, Lune-Vénus, et puis des schémas croisés. Alors tout ça, c'est une structure qui peut être importante au niveau, je pense, du lien archétypal, la manière dont on peut s'organiser quand un homme et une femme se rencontrent. Qu'est-ce qui se joue? En fait, il n'y a pas simplement un homme et une femme. Il y a l'homme, la femme, bien évidemment. Il y a le masculin de l'homme, le féminin de l'homme, le masculin de la femme, le féminin de la femme. Donc ça va faire 4 personnes en réalité. Et donc on va avoir des relations croisées. Donc bien évidemment, au premier niveau ici, on va voir la relation, l'attirance qui va se jouer. Ça c'est le plan, on pourrait dire, vous voyez, soleil de l'homme, lune de la femme. Et puis vous avez en même temps, ça c'est la relation, on pourrait dire consciente. Ce qui se joue en dessous, c'est l'inverse. Hein, c'est-à-dire c'est le soleil de l'homme avec la lune de la femme. Le soleil de la femme, pardon, avec la lune de l'homme. Ce qui est la relation qu'on va appeler la relation animus et anima. Donc il y a une autre attirance, une autre attraction qui se joue sur un plan inconscient à ce moment-là. Et à ce niveau, Jung dit une chose qui est très intéressante, il dit quand l'animus et l'anima se rencontrent, l'animus sort son épée de pouvoir, l'anima jette son voile d'illusion et de séduction. Le résultat n'est pas forcément négatif, puisque les deux sont également prêts à tomber amoureux. Donc vous voyez ce qui veut dire qu'en fait, derrière l'attraction, il y a aussi des jeux de pouvoir, on pourrait dire, qui se jouent dans l'inconscient. Ça, c'est ce qui se passe là-dessous. Et puis, ce qui est important, je crois, et c'est ça, c'est tout le travail qu'il y a à faire, si vous voulez, en soi et dans la relation, c'est aussi le jeu des projections croisées. Et c'est un petit peu ça que l'astrologie peut nous aider à comprendre par rapport aux aspects qu'on va trouver dans son propre thème. Qu'est-ce qui se joue on pourrait dire, dans cet axe-là, et qu'est-ce qui se joue dans celui-ci. Donc, c'est-à-dire, en fait, le Soleil, vous voyez, le Soleil et Mars dans un thème féminin,
qui est une instance au départ plus inconsciente, peut effectivement se projeter sur un homme qui pourrait représenter ces qualités-là, ou qui aurait quelque chose à voir avec cette dynamique-là. Alors, qu'est-ce que c'est ce principe solaire? Ce principe solaire, on pourrait dire, dans un thème d'homme, ça va représenter, bien évidemment, son identité, le rapport au père, hein, ce qu'il porte en lui profondément, mais c'est-à-dire c'est un principe auquel il pourrait s'identifier et qui, dans un premier temps, se joue dans la relation de sa masculinité, dans la relation au père. C'est une dimension héroïque hein, de l'homme, le soleil, en quelque sorte. Et donc, dans ce sens, cette partie est constituante même de son identité. Et donc, la relation du soleil avec les planètes. Donc, dans les actes, vous verrez, j'ai fait un petit exposé, bon, rapide, qui n'est pas exhaustif de tous les aspects qu'on peut trouver du soleil avec les planètes. Hein. Et donc, ça va donner des indications sur les attentes, sur les projections, on pourrait dire, d'imago paternel, c'est-à-dire de ce qu'un homme va attendre de son père, de ce qu'il va attendre aussi des dimensions masculines, qui ne sont pas forcément toujours conscientes d'ailleurs chez lui. Et donc ces aspects vont, en particulier les aspects du Soleil à Mars, c'est des aspects qui vont mettre en évidence des rapports quelquefois de rivalité d'ailleurs, avec le père. Et donc qui pourraient se transmettre dans la généalogie d'ailleurs, hein, si ce n'est pas réglé entre le père et le fils à ce niveau-là. Mais dans un thème de femme, ce principe-là va davantage représenter, bien évidemment, d'abord aussi le père, mais aussi c'est le principe masculin en elle. Et ce principe masculin, ça veut dire que c'est un principe qui représente beaucoup plus une disposition, ce que je vous disais tout à l'heure, une disposition innée de relation à l'autre sexe, ce qui signifie un instinct psychologique. Ça veut dire, dans ce sens, qu'est-ce que c'est cette image? C'est-à-dire, c'est des images de force spirituelle pour une femme, d'affirmation de soi, et qui sont symbolisées par des figures masculines. Et cette affirmation de soi, c'est-à-dire que si cette femme n'est pas consciente de cette propre masculinité qu'elle porte en elle, ça va être effectivement, ça va apparaître en projection, c'est-à-dire dans une relation à l'homme. C'est sur cet homme-là qu'elle va projeter cette force et cette puissance intérieure dont elle n'est pas forcément consciente. Donc ça, c'est aussi, c'est une première chose. Et donc, on pourrait dire dans ce sens, il y a une définition très intéressante de cette dimension masculine qu'on parle, pardon, qui s'appelle l'animus. Et donc, cette dimension, Marie-Louise von Franz en parle très bien en disant « Par l'entremise de l'animus, une femme peut devenir consciente du développement caché de sa situation objective, personnelle et culturelle, et trouver la voie d'une vie spirituelle plus intense. Cela présuppose, bien entendu, dit-elle, que son animus cesse de se cantonner dans des opinions absolues. La femme doit trouver le courage et la largeur d'esprit nécessaires pour mettre en question le caractère sacré de ses convictions. Et c'est alors seulement que le soi, dit-elle, peut se manifester et qu'elle est capable de comprendre ses intentions. » Alors si on traduit ça en termes astrologiques, ça peut vouloir dire effectivement que, en traduisant ça avec le soleil qui a un principe chaud et sec. Ce principe chaud et sec, si vous voulez, il peut effectivement aussi bien faire que la vie peut se déployer, peut se manifester, mais il peut aussi tout brûler autour de lui. Et donc ce principe, cette puissance masculine, qui n'est que masculine à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si une femme s'identifie, ce qu'on pourrait dire s'identifie, ça serait long à expliquer comme ça dans le cadre d'un exposé comme celui-ci, mais si une femme est embarquée par cet archétype, vous voyez, pour moi j'aime bien comparer la notion d'archétype à une dimension d'instinct, et comme si on doit le comparer comme une sorte de cheval, hein, voilà, comme un cheval, si vous voulez, qui donc garde une partie animale. Alors, est-ce que ce cheval, c'est vous qui êtes dessus et qui arrivez à un peu le guider,
ou est-ce que c'est lui qui vous guide là où il a envie d'aller? Alors, c'est toujours un cheval. Donc ça garde toujours une dimension qui peut être un peu sauvage. Donc, aussi bien pour cet instinct animus ou anima, hein, dans l'autre sens, ça serait pareil, ça peut toujours, à un moment donné, vous embarquer, vous désarçonner. Et donc, ce que représente ce principe solaire, s'il n'est pas relié à du féminin pour une femme, c'est quelque chose qui peut l'amener à exprimer des idées, mais qui ne sont plus des idées, qui vont être des convictions, et des convictions sacrées. Des convictions sacrées, ça veut dire que c'est absolu, il n'y a rien à dire autour de ça, au même titre que le soleil est quelque chose, vous voyez, d'extrêmement puissant, d'immobile. Quand vous regardez les maîtrises et les exaltations du soleil, hein, en regardant domicile, exaltation, le soleil, il est en domicile et en exaltation dans les signes de feu. Il n'y a que le feu. Donc il n'est pas tellement mobile, le soleil. C'est le feu. Et si vous regardez, par les chutes et les exils, c'est l'air. Hein? Donc il y a quelque chose qui lui manque là. Il lui manque de l'air en l'occurrence. C'est là où il n'est pas très à l'aise, hein, sans rentrer dans l'analyse subtile de ces types de maîtrise. Donc on voit bien que ces principes solaires, si ce n'est pas intégré à une conscience, hein, aussi, ça peut tout brûler. Aussi bien d'ailleurs pour un homme que pour une femme, sur des modes différents. Et en ce qui concerne la Lune, on voit bien que la Lune, par contre, par les maîtrises et les exaltations, c'est des éléments féminins, la Terre et l'eau, mais la Lune, elle est en domicile dans le Cancer, et elle est en exaltation dans le Taureau. Donc vous voyez, vous associez déjà deux éléments de vie, la Terre et l'eau. Et de l'autre côté, on retrouve encore de la Terre et de l'eau, hein, par les chutes et l'exil. Donc on voit bien que là, il y a déjà une mobilité qui est beaucoup plus grande par la Lune que ce n'est par le Soleil. Donc cette puissance solaire, il faut aussi s'en méfier. C'est dans ce sens-là que je dirais, ça peut tout brûler. Mais ça peut être aussi quelque chose qui donne la vie, parce que sans le Soleil, il n'y a pas la vie. On est d'accord avec ça. Donc cette complémentarité me paraît importante, parce que ce principe, si vous voulez, ce principe solaire, qui est à la base de la vie, va effectivement être indispensable. Mais donc pour en fait simplifier et regarder cette dimension solaire ici, on voit bien que pour une femme, c'est intégrer cette dimension-là, ça veut dire, ça commence déjà cette dimension de conviction sacrée. Pour une femme, ça veut dire, et ça c'est Marie-Louise von Franz qui l'exprime très bien, en disant que ça commence déjà pour une femme, intégrer cette dimension solaire, c'est déjà développer de la confiance en elle. Parce que le premier obstacle qu'une femme rencontre, dit Marie-Louise von Franz, sur le chemin de l'individuation, c'est le peu d'estime qu'elle a pour elle-même. Et ce peu d'estime qu'elle a pour elle-même, eh bien, elle le projette en pensant trouver de la force, justement, chez l'homme, chez le compagnon, qui va porter et parfois supporter toutes ces projections à la fois positives et négatives. Donc il y a tout un travail de réappropriation du soleil, je dirais, dans ses qualités positives, et en envoyant les excès et les dangers, hein, c'est-à-dire du côté qu'on appelle souvent, vous voyez, le côté je dirais, castrateur de cette dimension féminine qui brûle toute la vie, à moins de la dimension, j'en dis féminine, c'est-à-dire de cet animus, hein, chez une femme qui peut effectivement être cassant, et qui se coupe à ce moment-là de la dimension lunaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lune, il n'y a plus de vie, il n'y a que des convictions et des opinions. Alors, à l'inverse, on va trouver, vous direz peut-être, vous êtes méchant avec les femmes, mais les hommes ont aussi leur problématique, qui est à l'opposé, qui est effectivement cette disposition innée de relation à l'autre sexe, c'est pour les hommes intégrer la dimension lunaire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire intégrer cette dimension lunaire, c'est être davantage conscient de cette, je dirais, de cette conscience lunaire. Ça veut dire quoi la conscience lunaire? Vous voyez, c'est pas par hasard d'ailleurs que les anciens avaient différencié le soleil et la lune des autres en les appelant les luminaires. Pour moi, dans l'idée de luminaire, il y a quand même une idée de lumière. Cette lumière est différente, mais pourquoi ne parlerait-on pas d'une conscience justement lunaire, qui est tout à fait différente, comme je disais tout à l'heure, de la conscience solaire. Et donc, intégrer cette conscience lunaire, pour un homme, ça veut vouloir dire effectivement être davantage à l'écoute de ses affects, de ses émotions, de son propre ressenti. Et donc d'être effectivement, vous voyez, dans cette disposition interne qui va faire qu'il ne va plus projeter ses affects, ses émotions sur sa compagne, sur sa femme, mais être conscient de ses propres états d'âme. Parce que bien souvent, la problématique des hommes, c'est de ne pas être conscient de leurs propres états émotionnels. Et donc d'en être coupé à ce niveau-là. Et donc d'en être coupé, ça veut dire, pour caricaturer, je dirais, quand une femme fait la gueule, elle sait toujours pourquoi. Mais quand un homme fait la gueule, eh bien, il ne sait pas forcément toujours pourquoi. Parce qu'il n'en est pas conscient. La plupart du temps, il n'en est pas conscient. Et c'est ça qui va poser problème. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voulez réintégrer cette conscience lunaire, c'est être conscient de ce qui l'anime à l'intérieur. Et donc cette dimension d'anima, si vous voulez, ce qu'on peut appeler l'anima, c'est justement réintégrer en lui, plutôt que de projeter, cette dimension justement émotionnelle. Jung parle d'anima, d'une animosité, vous voyez, de faire effectivement, de rester prostré éventuellement des jours entiers, ou d'avoir du mal à s'exprimer, à parler, etc. Ou alors d'avoir des réactions émotionnelles, vous voyez, qui sont incontrôlables ou incontrôlées. Et on retrouve ça sans rentrer dans des thèmes, parce que je n'ai pas pris des thèmes particuliers, mais sans rentrer dans des thèmes particuliers, vous voyez, un homme qui va être effectivement parfois débordé par son anima, avec une lune angulaire, conjointe à Mars, il peut vous dire comme ça, dans la foulée, parce qu'il y a quelque chose qui l'a débordé, sans avoir réfléchi avant, casse-toi pauvre con. Hein? On a l'exemple, c'est l'exemple de notre président, avec une conjonction Lune-Mars au descendant. Bon. Vous avez bien cette expression, vous voyez, de quelque chose d'un féminin à ce moment-là qui déborde et qui n'est pas intégré forcément à la conscience. Et c'est des réactions émotionnelles qui peuvent être tout à fait démesurées et qui vont poser problème effectivement dans cette intégration justement de polarité masculine et féminine. Et tout le travail effectivement pour un homme, c'est que cette dimension féminine négative, si vous voulez, elle va s'exprimer beaucoup par du ressentiment. Elle va s'exprimer beaucoup par, justement, le fait de se couper de ses affects. Il va avoir en propre, effectivement, comment dirais-je, de se couper du lien en projetant, on le revoit bien, effectivement, ici avec les dimensions Lune-Vénus, en projetant toutes les émotions, les sentiments négatifs sur les femmes, quoi. C'est la femme, c'est sa femme qui est responsable des problèmes qu'il peut y avoir dans sa vie, quoi, à ce moment-là. Hein. Donc on voit bien que c'est une dimension importante parce que pour un homme, si vous voulez, il y a un chemin qui est totalement différent à faire que pour une femme, à savoir que si cette planète la plus rapide, justement, qui est la Lune, qui change et qui se modifie à chaque instant, je dirais, aussi bien dans sa forme que dans sa course, c'est quand même celle qu'on va expérimenter et rencontrer le plus tôt dans la vie. La différence, c'est que pour une femme, ça va parler bien évidemment d'une des dimensions de sa féminité, donc du maternel, bien évidemment, mais il y a aussi Vénus, mais il y a aussi une autre dimension, c'est que pour un homme, ça va parler bien sûr du lien à la mère, mais ça va aussi, ce lien à la mère va conditionner plus tard
ce lien à la femme. Donc il va falloir pour un homme faire un chemin de pouvoir se séparer de la mère pour retrouver la femme. Et ça, c'est pas du tout le même itinéraire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore pour beaucoup d'hommes une grosse problématique de relation au féminin, et qui fait que cette relation au féminin, elle est souvent coupée. Vous pouvez retrouver ça d'ailleurs dans des aspects, souvent Lune-Vénus dans un thème d'homme, où vous allez avoir, vous voyez, cette dimension justement ici, je retrouve ici, voilà, ici, cette dimension Lune-Vénus, eh bien, étant coupée, il va y avoir d'un côté la femme, celle avec qui, effectivement, avec qui on dort, comme dit la chanson, et puis il y a aussi, de l'autre côté, il y aura la maîtresse, c'est-à-dire, effectivement, celle qui représente le pôle érotique. Et c'est deux dimensions différentes, ça, dans le féminin, parce que vous avez la dimension, on pourrait dire, lune, qui, si on regarde la mythologie, pourrait se rapprocher des rats, et puis vous avez la dimension Vénus, qui est plus la dimension Aphrodite. Et cette dimension Aphrodite, si on regarde les mythes, Aphrodite n'est pas mère du tout, même si elle met des enfants au monde, elle s'en occupe jamais. Elle ne va jamais s'occuper de ses enfants. Juste à petit instant, si vous voulez, où va aider son fils à fuir Troie. Mais c'est tout. Elle n'est pas du tout maternelle. Et donc ces deux dimensions, vous voyez, féminines, Lune et Vénus, sont importantes justement à relier. Et moi je trouve que pour moi, c'est dans mon travail, je trouve que c'est un axe important, aussi bien d'ailleurs pour les hommes, que pour les femmes dans l'intégration de leur féminité. Parce que une femme qui... C'est une dimension Lune et Vénus, c'est une dimension importante, je crois, au même titre que, retrouver développé dans les axes Soleil-Mars, mais c'est une dimension importante parce que c'est pour moi des planètes, c'est deux planètes essentielles dans le lien. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce passage justement de Saturne en Balance depuis quelque temps, et on le revoit avec l'actualité, je crois aussi, et qu'on a des problématiques relationnelles très importantes à comprendre ou à intégrer. Ça me paraît important, vous voyez, avec tout ce qui sort autour de toutes ces histoires de mœurs, je pense qu'il y a quelque chose de la relation de l'homme et la femme qui est à reconstruire, ou disons à modifier. Et c'est intéressant parce que ça se fait dans un contexte où on a eu deux conjonctions Mars-Vénus qui se sont faites à 6 mois d'intervalle. Et pas par hasard et pas dans n'importe quel signe. Hein. La dernière qui s'est faite en octobre, elle s'est faite dans le signe du Scorpion. Et puis on a eu la rétrogradation de Vénus. Importante donc à reconsidérer aussi les relations. Et si vous regardez, depuis 6 mois en gros, Mars et Vénus se sont suivis de très près. Hein. Toujours dans un rapport de conjonction pratiquement. Jusqu'à la dernière qui a eu lieu là au mois de mai, qui s'est faite en Taureau. Pratiquement dans un axe d'opposition. Hein. En gros, celle qui a eu lieu en octobre-novembre, c'était autour de 13 Scorpions, et celle qui s'est faite en mai là, c'est autour de 10 Taureaux. Donc on a bien un axe, vous voyez, qui repose la relation entre Mars et Vénus, je dirais pour moi deux planètes qui ont à voir aussi avec la dimension bien sûr masculine et féminine, qui sont pas les principes essentiels comme le Soleil et la Lune, mais qui sont des composantes dans la mesure où, toujours en refaisant les références avec les maîtrises, vous avez bien le domicile de Mars, il est dans l'exaltation du Soleil, premier domicile, et le domicile de Vénus, il est dans l'exaltation de la Lune. Donc vous avez quand même des composantes importantes là, de ce que représente, justement, ce Mars et Vénus, et peut-être aujourd'hui, dans ce changement, que c'est quand même pas fréquent, qu'on trouve effectivement, à 6 mois d'intervalle, deux conjonctions, Mars-Vénus, dans les signes, la première dans le signe de Mars, dans un des signes où se trouve Mars, et la deuxième dans le signe de Vénus. Donc je trouve que là, il y a quelque chose qui nous parle effectivement de comment faire évoluer ces relations qui sont bien dans certains milieux du moins, qui sont bien handicapés aujourd'hui. Donc cette dimension, je crois, c'est à travailler sur le plan aussi d'abord de l'intériorité, c'est-à-dire donc de qu'est-ce que c'est
cette dimension d'anima pour un homme, hein, plutôt que... C'est toujours quelque chose, d'ailleurs, de mystérieux pour l'homme, la femme. Ça restera. Au même titre que la Lune reste toujours mystérieuse. Le Soleil est beaucoup moins mystérieux que la Lune. Hein. Le Soleil, il est immobile, il est là, il vit toujours. La Lune, ça reste quand même très mystérieux. Donc, je pense que pour les hommes, la femme est mystérieuse. Donc, ce qui est mystérieux aussi, si on prend ça sur un plan interne, c'est ses propres affects, ses émotions, ses sentiments. On peut avancer hein, dans le schéma. Oui, bon, ça, vous pouvez. C'est des images que j'ai prises qui me paraissent intéressantes du rosaire des philosophes dans un livre qui s'appelle La psychologie du transfert de Jung et qui présente, vous voyez, peut-être une en arrière, il y en a deux en arrière que je voulais montrer, voilà. Ça c'est une première, mais encore une avant, voilà. Vous avez la rencontre, vous voyez, masculin-féminin. Bon, sans commenter l'image, je trouve que simplement elle évoque plein de choses d'elle-même. Vous avez le soleil, vous avez la lune, ils se rencontrent, il y a des liens croisés, bon, je rentre pas dans les commentaires, il y a aussi un petit oiseau qui parle effectivement de la rencontre d'âme aussi qui est là, et puis vous avez, ça c'est la première figure. Là, il y a une étoile effectivement aussi. Et puis vous allez plus loin, donc dans l'image d'après, vous avez les mêmes, voilà, mais ils sont tout nus. C'est une image, c'est-à-dire qu'ils ont perdu aussi une représentation extérieure et sociale. Donc c'est un processus, et toutes les images qui suivent, je ne vais pas les commenter, mais toutes les images qui suivent parlent de ce processus justement de rencontre entre ce masculin et ce féminin. Et donc cette dynamique est importante parce que vous voyez, on voit, on prendra les images petit à petit, mais c'est une dynamique importante pour pouvoir arriver, je crois, à cette dialectique dont parle Jung, qui est la dialectique du moi et de l'inconscient. Ça recommence. Dialectique du moi et de l'inconscient, ça veut dire tout simplement établir une relation entre le moi et l'inconscient. Je dirais dans ce sens que l'inconscient n'est pas en soi sexué, mais c'est la relation à l'inconscient qui est sexuée. Et donc elle se fait pour un homme via le sexe, justement inconscient chez lui, c'est-à-dire le féminin. Donc d'intégrer, tout simplement, pour un homme, c'est d'intégrer, tout simplement, sa capacité de lien, sa capacité de relationner. Et pas seulement avec les femmes, c'est de relationner en général. C'est-à-dire que c'est au soleil d'apprendre, tout simplement, qu'il n'est pas tout seul. Qu'il n'est pas tout seul, et pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait d'autres principes qui soient aussi présents, pas simplement autour de lui, mais avec lesquels il entre en relation. Et donc, pour le principe féminin, c'est intégrer son affirmation et sa parole, c'est-à-dire pour une femme, être capable de prendre des initiatives, de faire des choses par elle-même, pour elle-même, c'est ça la dimension solaire, hein, de faire des choses par elle-même et pour elle-même, je dirais, indépendamment de sa vie relationnelle, c'est-à-dire indépendamment de ses enfants et indépendamment de son mari. Et donc ça, c'est une dynamique qui me paraît très importante pour pouvoir relier ces dimensions masculin et féminin. Ça va? Bon. D'accord. Donc ça, c'était... Donc j'ai fait effectivement toute une liste d'aspects. C'est pas exhaustif sur les aspects, parce que vous pourrez dire quelquefois, il y va fort en parlant des aspects Lune, Vénus, Soleil, etc. Donc, mais c'est simplement dans une optique psychologique de montrer comment cette dynamique peut être intégrée. Ce qui me paraît important d'évoquer aussi, vous voyez, c'est que la dynamique, elle est aussi, je dirais, elle est aussi évolutive dans le temps. Et il y a d'abord avec soi aussi à prendre en compte un cycle que j'évoque pas dans les actes, mais qui me paraît intéressant, qui est la manière dont la relation solilunaire, déjà, dans son propre thème, évolue. Parce qu'on est tous avec une phase Soleil-Lune, hein,
ou un aspect Soleil-Lune. Mais cet aspect Soleil-Lune, vous pouvez le considérer aussi comme une relation de phase. Et avec une approche qu'on utilise en astrologie humaniste, qu'on appelle les progressions secondaires, on peut effectivement voir comment cette relation évolue et qu'à un moment donné, il y a un nouveau départ qui peut se proposer. Et ce nouveau départ, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle conjonction entre le Soleil progressé et la Lune progressée, progression secondaire, un jour égale un an. Donc sur cette base-là, on va effectivement voir comment cette relation solilunaire se déploie. Alors pour un homme, dans l'intégration, je crois, de cette dynamique entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire dynamique entre le moi et l'inconscient, idem pour une femme, donc d'intégration de l'anima pour un homme et d'intégration de l'animus pour une femme, et qui va se jouer à la fois dans la vie relationnelle, bien sûr, et dans ce qu'elle va mettre en jeu dans son existence. C'est-à-dire que les relations, dans ce sens-là, n'ont pas forcément à voir avec des transits. Ce n'est pas du tout des choses forcément factuelles. Il ne faut pas rechercher des faits dans les progressions secondaires, mais beaucoup plus regarder une dynamique interne qui est à l'œuvre, une évolution. Vous voyez, comme ici, vous voyez, comme une alchimie, vous voyez, vous avez cette évolution des images qui sont représentées dans le rosaire des philosophes. C'est une alchimie qui est une alchimie intérieure aussi, c'est-à-dire comment en moi j'articule le Soleil et la Lune. Et donc déjà, en partant des aspects de naissance, qu'il va y avoir entre ces planètes, déjà, comment le masculin et le féminin vont pouvoir se rencontrer déjà dans mon propre thème, donc quel aspect aussi affecte le masculin, donc quel type d'homme au départ je vais attirer pour une femme. Ça va aussi être en jeu ça va correspondre à des aspects avec le Soleil, donc et qui vont retrouver forcément, je dirais, quelque chose qui a à voir aussi avec la relation première au père. Mais la relation première au père, si vous voulez, elle n'est pas fondatrice de tout, elle n'est simplement que l'expression de quelque chose qu'on porte déjà au départ, en soi, qui est vraiment archétypal. Quelle image archétypale je porte effectivement de ce masculin, et qui va s'actualiser, dans la relation avec le père. Mais ce n'est pas le père qui conditionne cette image-là. Il va en donner une orientation par le lien qui va s'établir. C'est surtout la relation qui va déterminer ça. C'est-à-dire, quand on parle d'un complexe père, je dirais, c'est la qualité de la relation qui s'est établie. Ça ne parle pas de la personne en soi. C'est pour ça que je suis très méfiant pour regarder dans un thème, en fonction du Soleil, de décrire le père. Vous allez pouvoir décrire des qualités, des choses que vous pouvez retrouver, des ressentis, mais ça ne parle pas du père en tant que tel, ça parle de l'image que vous en avez avec le Soleil. Ça parle de la manière dont vous l'avez appréhendé. Et que, idem pour la Lune, avec la mère. Et quand vous êtes dans une fratrie nombreuse, avec les frères et sœurs, quelquefois, en échangeant là-dessus avec vos frères et sœurs, vous avez l'impression de ne pas avoir eu les mêmes parents. Et donc, vous avez eu les mêmes parents, mais vous ne les avez pas appréhendés de la même façon, parce que on n'a pas les mêmes dispositions, et tout simplement, avec notre outil, tout simplement, vous pouvez regarder que vos frères ou vos sœurs n'ont pas les mêmes aspects dans leur thème, avec du Soleil et de la Lune aux autres planètes. Même s'il y a peut-être quelquefois d'ailleurs des choses intéressantes à retrouver justement dans la généalogie au niveau peut-être d'aspects communs. Mais il n'y a pas forcément ces mêmes aspects qui se retrouvent. Donc ça me paraît important, vous voyez, de différencier bien ces images de ce qu'est la personne réelle, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Alors j'essaye de recentrer, parce qu'il reste que... J'avais évoqué déjà la dimension Soleil et Lune.
dans l'absence du soleil, l'absence de la lune, mais je crois aussi ce qui me paraît, pour regarder ces dimensions entre soleil, lune et les planètes personnelles, on va y retrouver quand même des composantes qui peuvent, je dirais, se comprendre et s'interpréter sur un plan justement de ce qu'on a vécu peut-être au départ dans les relations avec les parents. Mais dès que vous entrez, je dirais que vous allez utiliser les aspects du Soleil et de la Lune avec les transsaturniennes. Donc Uranus, Neptune, Pluton. J'intégrerai là aussi Chiron et puis la Lune noire. On va rentrer dans des dimensions qui vont être beaucoup plus, à ce moment-là, je dirais, profondément archétypales. Et qui sont souvent beaucoup plus difficiles, je dirais, à comprendre et à intégrer. Hein. Autant ça peut être évident, vous voyez, d'aller voir comment va se manifester, comment vous pouvez intégrer un aspect Lune-Mars dans un thème, qu'est-ce que ça peut donner comme manifestation positive, si vous voulez, ou négative. Autant, si vous voulez, dès qu'on aborde des aspects avec des transsaturniennes, donc des planètes, ça veut dire des planètes qui sont déjà hors de notre sphère visible. Là, on va rentrer dans des composantes psychiques qui vont être beaucoup plus profondes et qui sont beaucoup plus difficiles et longues à intégrer. Et que ça demande tout un travail d'élaboration des aspects entre Soleil-Uranus, Soleil-Neptune, Soleil-Pluton. Il y aura toujours des manifestations qui peuvent être extrêmement violentes et douloureuses d'ailleurs pour la personne, parce que ce n'est pas des aspects qui ont à voir avec la psyché personnelle. Il y a quelque chose vraiment de profondément archétypal pour moi sur ces dimensions-là. Et je crois qu'on restera toujours... Vous voyez, Jung avait justement pourquoi il s'est intéressé à l'astrologie déjà, et on pourrait dire au départ, pourquoi c'est la psychologie des profondeurs et les archétypes qui l'ont, on pourrait dire, fasciné dans un premier temps. C'est que dans son thème, le Soleil et la Lune sont tous les deux aspectés par des transsaturniennes. Et pas des petits aspects. Des aspects très importants, à savoir la Lune est conjointe à Pluton, hein, et le Soleil est carré à Neptune. Et donc, vous voyez, les deux référents masculin-féminin chez lui sont déjà très concernés par, je dirais, toute une dynamique de transformation, de mutation, de confrontation justement à des choses parfois sombres de la psyché. Et Dieu sait que son vécu, justement, quand il en parle très bien, de la manière dont ça a été important pour lui, et que comment il a dû, je dirais, passer de longs moments, justement, d'isolement, de solitude, même de problèmes de santé, pour se confronter, vous voyez, finalement, à arriver à cette intégration des deux polarités, hein, sachant que, vous voyez, quand on voit dans cette image, il y a toujours ce petit oiseau noir qui est là, et qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un petit oiseau noir, peut-être un petit oiseau de malheur, qu'on peut appeler l'ombre autrement en termes psychologiques, qui est là, et qu'il ne faut jamais oublier que, je dirais, le défi est difficile, et qu'on peut effectivement avoir des moments donnés, que cette dimension, je dirais, de chemin d'individuation, c'est jamais quelque chose qui est, je dirais, acquis une fois pour toutes, et que ça passe par des allers-retours, par des spirales, par des transformations, par des mutations, par des régressions. Et donc, surtout quand on a des aspects du Soleil et de la Lune avec ces transsaturniennes, le chemin est certes très riche, mais il est aussi difficile. Et donc, le rendez-vous du Soleil et de la Lune, c'est toujours intéressant. Je voulais terminer en chanson, j'ai démarré par une chanson. Je voulais terminer en chanson, qui Charles Trenet qui nous dit, voilà, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, mais la Lune n'est pas là et le Soleil attend. Je vous remercie. Eh bien, merci. Je vais donc dès maintenant vous faire passer notre petite boîte à questions, tant que vous vous souvenez encore des questions que vous voulez poser.
vous invite à y remplir plein de papiers. Comme ça, on aura plein de questions et pour approfondir le sujet.